Ah, commissaire, le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Le crime a eu lieu où? Ici. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 8. Cette semaine, émission cassage de bras, tenir la ligne et assumer qui l'on est. On cherche l'ombre pour éteindre le feu de nos amours qui dévorent nos âmes et brûle dans nos veines ce désir infâme qui en nous se déchaîne. On cherche l'ombre pour pleurer nos amours sur cette vie trop courte qui file entre nos doigts et qui mange les jours en nous éloignant de vous. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris. C'est les vacances. C'est les vacances et au programme. On fait n'importe quoi. Au programme ce soir, donc, il y a cette petite citation extraite d'une chanson de... Je ne sais pas. Céline Dion. D'accord, merci. Voilà, donc nous parlerons ce soir de L'ombre rebelle, The Shadow Strays, le nouveau film de Timo Tchajanto disponible sur Netflix depuis la semaine dernière. Et ensuite, nous parlerons du film irlandais Kneecap, réalisé par Rich Petiat. Et pour parler de ce jeu, pour montrer autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Thibaut est donc en vacances. Voilà, c'est ça. Les gens qui ont des enfants qui s'occupent et qui du coup partent en vacances. Bande de privilégiés. Voilà, bande de bourgeois privilégiés. Donc Thibaut est absent et il ne s'excuse même pas de ne pas être là. C'est vraiment terrible. Non, il en a rien à foutre. Mais il en a jamais rien à foutre. Non, c'est vrai. Il est viré. C'est un poids mort. Et donc à la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Et merci à Timothée. Bonjour Timothée. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Agenda local pour commencer. Eh bien donc, ce sont les vacances, y compris pour les gens qui sont à la fac. Et donc, il n'y a pas de... Pourquoi je dis fac ? Et donc, il n'y a pas de séance au Ciné-Tambour cette semaine. La semaine prochaine, mardi 5 novembre, à Cinémaniacs à 20h, donc pile pendant qu'on terminera notre émission. Vous pourrez aller voir ou revoir sur le campus de Rennes au Diapason. Donc, Bonjour de Katsuhiro Ozu. Pas mal. Yasujiro Ozu. Oui. Excusez-moi. Non, mais vous avez raison. Katsuhiro Otomo. Oui, c'est pour ça. Soyons précis sur les prénoms. Oui, mais c'est parce que j'ai reçu un coffret de Katsuhiro Ito cet après-midi, alors du coup, ça se mélange. Tout ça, ça se mélange. Hein. Voilà. Donc de Ozu. Voilà, bonjour. Sinon, à l'Arvor, plein de trucs cette semaine, comme c'est les vacances. Donc, il y a demain soir, 30 octobre, le documentaire sur Mohamed Ali, Cassius Clay, When We Were Kings de Léon Gast qui passe. Ça fait plus longtemps que j'ai pas vu. Ouais. Allez, rejetez un œil là-dessus. Mais en même temps, au TNB, il y aura le ciné-concert sur le Nosferatu de Friedrich Murnau. Pas mal aussi. De Katsuhiro Murnau. De Katsuhiro Murnau. Si vous êtes jeune ou débile mental américain, vous n'êtes pas sans savoir que le 31 octobre, donc c'est Halloween, la fête des morts païens américains. Et donc à l'Arvor, il y a une journée spéciale Halloween pour les petits et pour les grands, pour les petits l'après-midi, pour les grands le soir, avec notamment à 20h Battle Royale de Kenji Fukasaku. Pas mal, son dernier long métrage terminé, parce que c'est son fils qui avait fini. Katsuhiro Fukasaku. Parce que donc, prépare-toi. Parce que donc, Fukasaku était mort pendant le tournage du 2. Non, il est mort au début du tournage du 2, très donc exactement. Il a juste tourné c'est le début. son fils qui est beaucoup moins doué que lui qui avait repris le truc. Et du coup, ça donnait un deuxième film, dans mon souvenir, assez alambiqué et pas très intéressant, en dehors de sa scène d'ouverture où on voyait deux tours s'écrouler, ce qui en 2001 était assez couillu. Exactement, de faire un film quelques mois après, en septembre, et de commencer là-dessus. Exactement.
Sinon, le lendemain, le vendredi 1er novembre, nous en avions parlé dans l'avant-dernière émission de la saison dernière. 100 of Beavers de Mike Chelsea donc passe à l'Arvor. Il sera disponible demain en France sur Filmo TV. Et c'était une des plus belles surprises de l'année. Un film d'aventure absurde, absolument trépidant et complètement con. C'est les aventures de Jean Kayak. De Jean Kayak, qui est très bien. C'est très bien comme film. Donc si vous pouvez y aller, précipitez-vous. J'ai presque envie d'aller retourner le voir au Cinoche, moi. Oui, formidable. Presque envie. N'hésitez pas. Et sinon, ce dimanche à 17h30 à l'Arvor, c'est le dernier film de la mini-rétrospective, en tout cas de la rétrospective des longs-métrages de Jacques Rosier. Donc ce sera Les Naufragés de l'île de la Tortue, ce dimanche, présenté par moi-même. Voilà, comme quoi ça vaut vraiment le coup de venir. Hein. Je sais bien. Je vais vous esbaudir d'une présentation à 17h30. 17h30, ok. Voilà, idéal avant de manger, pour ce beau film d'aventure. D'accord. Sinon, demain, dans les sorties nationales, eh bien, nous n'en parlerons pas la semaine prochaine, mais nous en parlerons dans 2 semaines, quand même, parce qu'on se prépare psychologiquement, parce que donc, c'est le dernier long-métrage de Clint Eastwood, Juré numéro 2. Il a officiellement annoncé que c'était son dernier long-métrage. On ne sait jamais, c'est comme Lynn Renault qui dit que c'est sa dernière tournée, ou Michel Sardou, peut-être qu'il reviendra, mais bon, à 95 ans. Comme Rambo qui dit c'est son dernier combat. Exactement. C'est jamais vraiment son dernier combat. Exactement. En fait. Ou comme disait Luc Besson à son premier film, en fait, pas du tout. Non. Donc voilà, mais de toute façon, nous en parlerons donc dans 2 semaines, parce qu'on aura besoin d'analyser tout ça et de remettre notre petit cœur de toutes ces émotions à venir de la retraite de Clint. Sinon, j'avais totalement oublié que ça sortait. Il y a Venom 3, The Last Dance avec Tom Hardy. Ils sont déjà au 3 ? Ils sont déjà au 3. Oh là là. J'ai vu les 2 premiers, juste pour le plaisir de voir le cabotinage de Tom Hardy, de Tommy, et j'ai strictement aucun souvenir des films, à part que c'est sacrément à chier. J'ai pas vu. Voilà, ça m'intéresse pas. Sinon, il y a la Palme d'Or qui sort demain de Sean Baker, Anora. Ainsi que tous ces premiers films aussi. Et que tous ces premiers films qui ressortent donc, à l'Arvor. Si vous voulez faire, il y a 4 longs métrages en tout avec Anora, donc ça va. C'est pas non plus énorme comme filmographie pour l'instant. Non, mais enfin, il y a comme il y a The Florida Project. Exactement, et puis Red Rocket entre les deux. Quand même. Exactement, c'est ça. Sinon, il y a demain un film réalisé par l'acteur Reda Kateb sur un film sur les clowns d'hôpitaux. Ok. Ça me fait toujours penser à ce sketch de Groland sur les clowns d'hôpitaux. Voilà. Dans Gros Vieux. Dans Gros Vieux, exactement. Oui, ça ne sera pas à ce niveau-là. Sinon, il y a une comédie française qui a l'air étonnamment pas trop mal, qui s'appelle L'Art d'être heureux avec Camille Cotin et Benoît Poelvoorde. Pourquoi pas? Bon cast. Why not? Il y a un film dont nous parlerons la semaine prochaine, un documentaire qui s'appelle Le Repli de Joseph Paris, qui en fait raconte 40 ans de chute inexorable de la France dans les tréfonds du fascisme et de l'extrême droite, et comment bon Dieu en est arrivé là, bon Dieu de merde. Voilà, donc nous en parlerons, ça promet encore un joyeux programme la semaine prochaine. Sinon, il y a un film d'animation qui apparemment est super bien, qui s'appelle Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Plein de super retours. Plein de super retours, effectivement. La bande-annonce est assez prometteur, ça a l'air sacrément joli. Ça a l'air bien joli, effectivement. Et sinon, demain ressort. Mais il paraît que moi j'ai entendu dire que le robot, comment dire, le robot sauvage. Le robot sauvage, et puis le film de Winchloos, j'ai entendu du bien aussi. J'ai eu des bons retours, donc a priori il y a des bons trucs en l'animation française est en pleine forme. Je manque un peu de temps, je dois avouer, pour regarder tout ça, mais ça n'a pas échappé à mon regard aiguisé. Et sinon, ressorti en salle, mais je crois pas à Rennes, Shaun of the Dead de Edgar Wright qui fête ses 20 ans. Oh là là, déjà, c'est lamentable. Ça me vieillit, c'est horrible. À l'époque, j'ai vu ça en salle. T'avais 25 ans, 24 ans. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. À l'époque, t'étais. J'avais surkiffé ce film. Je kiffe toujours. C'est un des meilleurs films. Un jour, il faudra qu'on en reparle, parce que c'est un film. Moi, je pense que c'est un modèle de film avec du payoff. Il n'y a pas un truc dans le film qui ne sert pas à quelque chose à un moment donné plus tard dans le film. Il n'y a pas un détail, vraiment des détails d'arrière-plan. Et en fait, en le revoyant la dernière fois, je me suis dit, mais c'est incroyable. Tout a un sens, en fait. C'est vraiment un film qui est ultra cohérent en termes d'écriture, notamment. Oui, exactement. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Mais voilà. Donc, on va s'arrêter là. On va passer à la section critique de cette émission. On va parler d'ombre, de boucherie et d'aller tout à fond. The League of Shadows. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it.
Frérot, à fond la caisse, aujourd'hui c'est pas la même. À droite, chasse noir et le motorhead à fond la caisse. Frérot, à fond la caisse, on n'est pas des prisonniers. Nous on fout le bordel, tous les jours à fond la caisse. Tous les jours à fond la caisse, tous les jours à fond la caisse, allez. Ha ha ha. Ha ha ha. Quel est votre pronostic pour ce combat? Pronostic, Oui, votre pronostic. une boucherie. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Bongo Kids, groupe de Lyon avec Tout à fond, titre qui correspond bien donc au sujet de cette première chronique, et entouré donc évidemment par un extrait de Dark Knight Rises où Tom Hardy cabotinait en Bane as the leader of the League of Shadows, suivi par un extrait donc de Rocky 3 dans lequel Mr. T disait que ça allait être une boucherie, et donc une boucherie effectivement, il en est question dans L'Ombre Rebelle. De la boucherie en gros même pourrait-on dire. Le titre français de The Shadow Strays. C'est nul, L'Ombre Rebelle. Oui. On dirait un film avec Steven Seagal. Oh, non, c'est L'Ombre Blanche. Oui, mais bon, justement, du coup, L'Ombre Blanche Rebelle. Quoi. Nouveau long métrage du cinéaste indonésien Timo Tjahjanto, enfin petit jeune, il a 44 ans, mais qui quand même roule sa bosse dans le cinéma depuis déjà quasiment une vingtaine d'années, qui avait commencé plutôt, on va dire, dans le cinéma d'épouvante et le cinéma d'horreur avec son collègue Kimo Stambay sous le titre de The Mo Brothers, avant de démarrer une carrière de réalisateur solo, aussi dans l'horreur, en faisant des sketchs notamment pour les anthologies VHS et ABC of Death. Il avait notamment co-réalisé un sketch avec Gareth Evans, le metteur en scène de The Raid 1 et 2. Donc lui, c'est un metteur en scène gallois, mais qui a fait ces deux films de boucherie. Meranto Warrior aussi. Voilà, exactement. Meranto, voilà, qu'il avait tourné donc en Indonésie avec Kyo Uwais notamment, qu'on retrouvait dans le deuxième long métrage en solo de Tjahjanto en 2018, le fabuleux, le formidable, le génialissime The Night Comes For Us, film littéralement de boucherie intégrale où on l'avait dit, des hommes devenaient des steak haché ambulant à force de se prendre des coups de machette et des coups de barre de fer dans la tronche. C'était quand même, il faut bien le dire, assez réjouissant. Ça avait un peu renouvelé quand même, on va dire, une forme du cinéma d'action gros badaboum et bien gorasse comme on aime. C'est vraiment l'inverse quoi, du blockbuster américain où tu as l'impression que tout passe sur, de John Wick, voilà, où tout passe sur les personnages comme sur les comme de l'eau sur les plumes d'un canard, comme un paix sur une toile cirée, si tu préfères une autre métaphore. Et effectivement, là, on retourne vraiment à quelque chose de très très organique, quoi. Enfin, c'est-à-dire avec vraiment où quand tu mets une patate dans la gueule de quelqu'un, ça fait super mal. Et puis et puis ça laisse des traces, voilà, exactement. Et donc, ce film formidable. Bon, après, ils survivent quand même ils survivent à voilà. Ils sont quand même voilà, ils sont quand même super forts quand même. Ils sont assez résistants. Ouais. Et donc le film avait été suivi il y a 2 ans par un autre film, The Big Four, qui œuvrait aussi dans la boucherie, mais avec, on va dire, un tempérament un peu plus burlesque, voire un peu plus comédie, même si ces 2 longs métrages-là ont à la fois les mêmes qualités et les mêmes défauts que l'on retrouve donc dans The Shadow Strays.
c'est à la fois donc c'est quelqu'un de extrêmement généreux. Je veux dire que moi par exemple j'adore la tarte au citron, tu vois, je peux en bouffer genre 2 ou 3 d'affilée, mais si je bouffe 1 kilo de tarte au citron, surtout meringuée, au bout d'un moment, sur le bide. ça va me rester un petit peu sur le ventre et je vais parfois peut-être avoir une légère poussée de fièvre, voire de fatigue. Suivi d'une diarrhée généralement un peu apocalyptique. Quoi. Oui, c'est ça. C'est aussi possible. Exactement, terrible. Et donc c'est un petit peu le même problème qu'il y a. Sans la diarrhée qu'il y a dans son nouveau long métrage, donc qui met en scène une Aurora Ribeiro, jeune actrice qui vient de fêter ses 20 ans et qui avait 18 ans au moment du tournage. Elle est absolument monstrueuse. Ouais, grosse révélation. Elle est monstrueuse, qui donc en fait partie d'une société secrète, The Shadow, justement, où elle est l'agent numéro 13, qui est, on va dire, un groupe de mercenaires ultra entraînés, ninja assassins, qui donc vont buter des gens très très dangereux, mais comme ils sont plus forts, ils vont leur niquer la gueule. Une mission au Japon se passe relativement mal pour elle. La mission, elle est complétée, mais elle a eu besoin de l'aide de sa sensei justement pour prendre le relais. Donc normalement, elle doit aller quelque temps à Jakarta en repos, le temps qu'on la recontacte. Elle, ça la fait un peu chier parce que quand même, elle a quelques vieux traumas qui traînent, puis elle commence sérieusement à s'emmerder. Elle croise un jour ses voisins de palier, un enfant d'une dizaine d'années avec sa mère qui n'a pas l'air en grosse forme, notamment parce qu'elle est prostituée, donc ça n'a quand même pas l'air la grosse forme avec son Mac. Le Mac déboule un jour, la mère disparaît, probablement butée salement, et elle va croiser le gosse, et sans savoir pourquoi, elle va s'attacher à lui en une nuit, comme dire de réflexe, en tout cas un besoin d'affection. Le gosse est enlevé. À partir de là, elle, pas contente, elle vouloir récupérer l'enfant, et elle allait plonger dans les tréfonds et les bas-fonds de Jakarta, qui a l'air un monde sacrément pourri où la mafia, la police et la politique se mêlent. Et donc, comme l'agent numéro 13 est pas contente, elle va faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire péter des bras, défoncer des bouches, arracher des jambes, égorger des gens, et leur foutre des coups de couteau très très rapides dans le cœur. Et puis enfoncer des trucs dans le gosier des autres. Oui, alors ça c'est bien dégueulasse. Et donc parallèlement à ça, on va suivre donc sa sensei dans une mission pour un petit peu voir la vie parallèle et les alternoiements qui commencent à se créer chez d'anciens agents et de nouveaux agents aussi. Et donc ces deux choses-là, évidemment, au bout d'un moment, vont se corréler et se rejoindre sur la fin du film, dans la volonté claire de faire une suite potentielle qui, en tout cas, ouvrira de nouvelles aventures à l'agent numéro 13. Donc, comme je disais, film narrativement quand même un peu touffu, où les deux parties, même si évidemment celle de l'agent numéro 13 est plus importante et la plus intéressante aussi, à la fois en termes d'action et en termes émotionnels, je trouve, alors que l'autre dessert un petit peu le rythme du film, où les passages ne sont pas forcément inintéressant ou bien mauvais, mais ça surcharge un peu un film. Ça a l'air de sortir d'un autre film en fait. Voilà, exactement, parce que le film est quand même dense, il fait 2h20 bien tapé, ce qui était déjà le cas de The Big Four et quasiment de The Night Comes For Us. Donc comme je disais, il est très généreux, mais en fait parfois j'ai l'impression qu'il se perd dans ses histoires, alors que si on était resté focalisé sur l'agent numéro 13 et sa quête même pas de vengeance, mais en fait sa quête pour retrouver cet enfant-là. De justice. Parce que oui, voilà, de justice. D'où elle-même d'ailleurs ne sait même pas d'où vient cette envie de justice, ou en tout cas cet attachement qu'elle peut avoir. Il y a un traumatisme enfantin. Oui, il y a un traumatisme enfantin, mais elle-même elle le dit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce mec en plus, je le connais à peine. C'est vrai. Alors docteur, la violence, ça vous plaît vous ? Oui, j'ai toujours été un amateur de violence moi, donc voilà. Et non, moi j'ai regardé ça évidemment avec très grand plaisir. C'est un poil en dessous moi quand même de The Night Comes For Us. The Big Four je l'ai pas vu encore, hein. Mais de The Night Comes For Us parce que The Night Comes For Us, dans le souvenir que j'en ai, en tout cas, j'avoue que je l'ai pas rematé pour l'émission, mais dans le souvenir que j'en ai, il y avait quelque chose d'un peu plus rugueux, en tout cas dans les décors, alors que là il y a quelque chose d'un peu justement John Wick-esque. Beaucoup de néons, à la fois très Netflix, des scènes de boîte de nuit, des scènes de boîte de nuit, des néons, beaucoup de lumière rouge, de lumière bleue, qui sont pas, c'est pas du tout des mauvaises scènes qui sont mal réalisées ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au bout d'un moment, je me disais, ça fait plus clinique. Ouais, et moi je me disais, mais j'ai envie de voir moi en fait. Et heureusement justement la baston finale, elle se déroule dans un lieu clos hyper réduit avec une lumière, voilà, où on voit ce qui se passe. Voilà, on voit bien ce qui se passe. Voilà. Alors après, c'est pas du tout déplaisant. Hein. Moi, j'avoue que c'est pas du tout déplaisant. C'est un peu plus clinquant. Voilà, on va dire. C'est plus clinquant, mais
mais par contre la violence reste quand même. Par contre, ça reste la boucherie en gros. Ça reste vraiment de la boucherie, ouais. Comme on le disait tout à l'heure, les coups font vraiment mal. Ouais. Quand les mecs se coupent les tendons, ça fait vraiment mal, notamment parce que le sound design est quand même sacrément bourrin. Et puis il a la spécialité, alors je sais plus si c'était comme ça à ce point-là dans The Night Comes For Us, mais il y a la spécialité, c'est quand même tirer des balles de mitraillette à bout portant des visages, avec t'as la moitié de la boîte crânienne qui explose sous tes yeux. En même temps, c'est assez. Vaut mieux parce que tout le monde tire comme des merdes dès qu'ils ont une arme à feu dans les mains, mais par contre à l'arme blanche, parce que clairement tu vois que le réal il kiffe bien les petits couteaux, les grands sabres pour les coups dans la poitrine là, les petits coups de. Ou à la fois en plus en termes de chorégraphie, il y a des moves qui sont pas répétitifs, mais en tout cas qui sont vachement répétés. Notamment je disais les 10 petits coups d'affilée dans la poitrine, dans le thorax, mais qui en fait moi me rappellent un peu moi, c'est dans The Raid que j'ai découvert ça. Et puis en fait, c'est comme tous les grands artistes martiaux au cinéma, ils ont tous des moves qu'ils aiment bien répéter. Oui, il y a des gimmicks. Donnie Yen, il saute en l'air, avec le double point, le tac 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 tac. Il fout ses coups en l'air, le Donnie Yen, tout ça, chacun. Jet Li avec le coup de pied, le sauter en l'air, coup de pied retourné, je nique 3 types en un seul coup de pied. Bon voilà. Et bon, en même temps, c'est pour ça qu'on les aime. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je les aime, c'est que c'est comme un Guitar Hero en fait qui te fait où tu sais qu'il va y avoir son solo où il fait des trucs avec les dents quoi, voilà, où il joue avec les dents, Manitas de l'habitat, voilà, c'est ça exactement. Ou Anvil qui joue avec un God Miché, bon, ça fait partie des gimmicks que moi j'aime beaucoup en fait, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain type d'action ou de chorégraphie qui est propre à l'Indonésie. Oui, ça a l'air d'être. Moi, je connais pas assez bien les arts martiaux indonésiens, mais le rapport aux armes blanches notamment, et puis je pense aussi il y a des espèces de coups qui est fait. Alors ça, moi, j'avoue que j'ai vu des variantes à Hong Kong, mais j'ai pas forcément vu exactement comme ça. C'est notamment le fait de prendre un appui sur un pilier avec son pied, en fait, de pousser son pied en arrière pour avoir un appui, pour avoir plus de poids, puis pouvoir contre-attaquer, contre-attaquer après. Une attaque plus violente. Et alors bon, et il y a plein de. Alors c'est ça aussi qui est bien, c'est que justement le défaut effectivement, c'est que c'est peut-être un peu trop généreux, mais la qualité, c'est que c'est aussi très généreux en termes d'originalité, de comment on va tuer des gens, comment on va défoncer la gueule des gens, et la scène finale entre les. Alors le truc, évidemment, l'originalité principale, c'est que là, c'est que ça se passe entre filles. Une bonne partie en fait du film. Et un Golgoth de 2m10. Et un Golgoth de 2010, mais qui se fait quand même, qui est peut-être la moins bonne scène, moi je trouve. Mais Chagento, c'est vrai que comme il a ce truc dans tous ses films, c'est qu'il adore voir de très jolies filles devenir par contre à la fin, se faire rétamer la gueule entre elles se tapent elles se coupent les tripes. Mais il y a quelque chose de presque de, il y a quelque chose qui relève presque du masochisme en fait, enfin du sadomasochisme en fait dans cette. Moi je trouve que c'est autant, tu vois, chez John Wick et tout, tu vois, tu vas avoir ce côté-là, mais il y a presque quelque chose de, comment dire, d'un peu gratuit qui fait que au bout d'un moment. Oui, puis c'est plus propre et mécanique. Le premier John Wick ressemblait un peu à ça, tu vois, le premier John Wick. Après le 2, moi j'ai pas vu le 4, mais j'ai vu le 2 et le 3. Ça devient un peu trop clinquant pour que ça soit crédible véritablement en termes de violence, quoi. Alors que là, tu ressens, même si c'est un peu clinquant aussi, là tu ressens quand même bien, moi je trouve, les coups, la musique est plutôt pas mal. Oui, et justement, je trouve que l'intérêt de la musique, c'est que notamment dans les scènes de combat, elle se met en sourdine, c'est-à-dire qu'elle prend pas le dessus sur les bruitages et sur les coups portés. Non, et tu sens que le réal, il a quand même à cœur de te faire sentir que, et malgré qu'évidemment c'est du cinéma, mais de te faire sentir que il y a quelque chose de crédible, de réel en fait, de matériel, tu vois, vraiment il y a l'épuisement. En fait, il y a vraiment un truc qui avait commencé déjà dans la Kung Fu comédie avec Jackie Chan, qui est de prendre toutes les choses qui sont à disposition dans une pièce qui potentiellement peuvent te servir à aller taper des gens. Évidemment, au fur et à mesure de l'évolution du cinéma, notamment quand la grosse tape est partie en Thaïlande avec les Hong Bak, et puis là en Indonésie depuis la fin des années 2000, c'est évidemment de plus en plus brutal, mais il y a toujours cette même volonté d'utiliser la totalité du décor et tous les éléments potentiels qui sont disponibles. Et d'avoir une vision, mais qui est une vision qui vient aussi de Hong Kong, hein, je veux dire, qui est une vision presque conceptuelle du décor, c'est-à-dire que le décor n'existe que pour devenir une série d'accessoires en fait. Et moi j'ai beaucoup aimé la scène finale, par exemple. La scène finale se passe dans une espèce de container, donc c'est très réduit, il n'y a pas du tout
Et justement, là, il n'y a pas du tout d'affêterie, en fait. Il n'y a pas d'échappatoire non plus. Non, il n'y a pas d'échappatoire. C'est un peu comme une cage de c'est meufs, vraiment, voilà, et c'est vraiment, les deux meufs, il faut qu'il y en ait une qui sorte vivante et l'autre qui meurt, quoi. Et donc, du coup, le côté, justement, c'est ça qui, moi, j'aime bien la scène finale. Hein, de toute façon, voilà, le dernier tiers du film, moi, j'ai beaucoup aimé parce que tu as une grosse scène avec des bagnoles, on écrase des mecs, des gars qui aberrant en termes de chorégraphie, bien des sûr. mecs qui tirent comme des braies. Mais ça n'a aucun sens. Et après, tu reviens à quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, crédible. Un peu comme dans The Night Comes for Us, où tu avais aussi ce truc où à la fin, les mecs, tu sens que même les acteurs, tu sens qu'ils sont crevés. C'est de la fatigue. Et puis bon, il faut quand même reconnaître qu'en termes de maquillage, il y a quand même un truc assez incroyable. C'est-à-dire que moi, à la fin, il y a 2-3 plans. Sur l'évolution des plaies. Et puis il y a 2-3 plans où je me suis dit, putain, quoi, les gueules qu'elles ont maintenant, là, elles sont boursouflées de partout et tout. Je sais pas trop comment est-ce qu'on maquille ça, quoi, mais... Tu sais, c'est comme en fait, quand tu vois la gueule des mecs, des meufs après des combats de MMA, tu te dis, putain, mais c'est tuméfié, ça va mettre 6 mois à dégonfler. Et la scène d'ouverture au Japon est pas mal. Petit hommage aussi justement au cinéma japonais, au ninja, au film de Yakuza. Puis sous la neige, les traînées de sang. Les traînées de sang. On se fout des coups de katana dans les couilles. Voilà, je prends des mecs pour me servir de paravent, pas pour me servir de bouclier, et les mecs se prennent des dizaines de balles dans le thorax. Voilà, puis voilà, assez cool. Et puis avec des trucs qui sont posés dans la première scène, qui sont des trucs qui vont servir pour la dernière, notamment ces fameuses grenades à clous, qui ont l'air de faire super méga mal. Ça, c'est vraiment pervers. Où elles se retirent, où tu vois les actrices qui se retirent des clous du visage et tout. Enfin, donc il y a vraiment un côté presque SM en fait. Et c'est à la limite, il y a vraiment presque quelque chose j'ai pas d'expérimental, mais qui relève presque du happening en fait, de l'installation, quoi. C'est-à-dire que pour moi il y a vraiment une espèce d'abstraction en fait. C'est assez marrant, je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est à la fois très très brutal et très entre guillemets concret. Et en même temps, au bout d'un moment, je veux dire, c'est déréalisé, tellement ça nous paraît. Puis l'accumulation de violence fait qu'au bout d'un moment, tu atteins une espèce d'abstraction. Alors évidemment, si vous n'êtes pas fan de violence au cinéma, regardez pas ce film-là. Enfin, je veux dire, si vous n'aimez pas. Par contre, si vous aimez la simulation de la violence, et il y a presque quelque chose qui demeure. En fait, moi, je retrouve vraiment un plaisir qui est presque similaire à celui qu'on trouve avec le catch. Tu sais que c'est faux et en même temps tu as envie de croire que c'est vrai, tu as toute une partie de spectacle, enfin voilà, et voilà, moi je trouve que ça reste quand même par rapport justement à ce que font les ricains, ça se pose gentiment là quand même, quoi, tu vois, mais dans une forme effectivement plus brutale et moins virevoltante que par exemple City of Darkness dont on avait parlé, où là on est plutôt dans le cinéma hongkongais et là il y a une partie opéra de Pékin, en fait, il y a une partie la Pékin forme de la violence c'était pas la même. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Là il y a vraiment d'autant que le film de Tsai Chiang partait justement à la fin presque dans des... Dans le fantastique. Ouais, voilà, dans des délires... Dans l'irréel, complètement. À la manga, on va dire. Alors que là, c'est pas totalement, évidemment, 100% crédible, mais c'est suffisamment pour que tu ressentes le poids des corps, le poids de la violence. Régulièrement, il te fait des petites phases de combat ou des petits effets sonores qui, en fait, te disent « Ah oui, en fait, ça doit vraiment faire mal. » Ça avait marqué dans The Night Comes for Us, durant le combat final, donc les mecs se foutent des coups de scie circulaires sur la tronche, tout ça, enfin normal, quoi. Et à un moment donné, t'as un des personnages qui est au sol, adossé à un énorme poteau en fer. L'autre arme son pied pour lui foutre un énorme coup de kick dans la tronche. Il esquive juste à temps et son tibia tape le poteau en fer. Ça fait PONG. Et là, ça fait super mal. Là. Et alors, tu vois, tu sens la douleur, en fait. D'un coup, ça te ramène un truc plus concret. Je suis désolé de revenir toujours à ce film-là, hein, mais tu vois, par rapport. Et c'est marrant parce que je me suis dit ça en regardant le film. Je me suis dit, putain, c'est marrant. Ça se termine comme The Northman avec deux personnages qui se foutent sur la gueule en faisant. Sauf que là, évidemment, c'est des filles qui arrêtent pas de faire. Et c'est quand même vachement mieux. Et c'est vachement mieux. C'est vachement mieux à la fois parce que c'est mieux mis en scène. Et t'es plus investi dans le truc. Et ça se la raconte. Et quelque part, au bout d'un moment, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des moments où ça se la raconte. Et il y a des moments où, justement, quand c'est de la baston, c'est au service, en fait. Et notamment parce qu'en termes émotionnels, entre les deux personnages, il y a un truc qui se passe. Ça se passe vachement mieux. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que ça a été construit juste par petites touches. Mais et alors, moi je me demande, parce qu'à la fin il y a un personnage qui apparaît, on va pas en dire plus, mais il y a un personnage qui apparaît, je me demande si c'est pas le chorégraphe justement de The Raid. Je me demande si c'est pas le même acteur que The Raid, faudrait que je vérifie ça, mais je me demande si c'est... Et où là, normalement, et je me suis dit, qui sortent cet acteur, parce que je me suis dit, je pense que quand t'es indonésien, que tu vois cet acteur, tu fais non, ouais, ça va péter la prochaine fois, tu vois, voilà. Donc on regardera la suite. Exactement, clairement. On regardera la suite. The Shadow Strays, l'ombre rebelle de Timo Tchajanto, disponible sur Netflix depuis la semaine dernière. On va continuer à parler violence, mais de manière un poil plus fantaisiste, en se dirigeant en Irlande du Nord.
coming to the station so we can talk properly. Det tog jeg lort til en kneecap, hvis gammelen så tjokk. Ber meg Facebook til hva, hør jeg wanka like fuck. Jeg strakelste mann om til det gjør det for flokk. Jeg torch grad i det da, hør og mail on nok. Marla Tommel, en ish ta meg asma vjord. Johnny misje av vog, det tjokkes ty oss kår kabi. Denne av vi, Marcus did the heel. Bresham ahen real, sjokkes fucking kill the kill. C-E-A-R-T-I, is gammelen så fuck fui en garde. Du gin laste til misje råkast, en jeg ikke tu misje emma hasu rå ade. C-E-A-R-T-I, is gammelen så fuck fui en garde. Du gin laste til misje råkast, en jeg ikke tu misje emma hasu rå ade. C-E-A-R-T-I, is gammelen så fuck fui en garde. Du gin laste til misje råkast, en jeg ikke tu misje emma hasu rå ade. C-E-A-R-T-I, is gammelen så fuck fui en garde. Du gin laste til misje råkast, en jeg ikke tu misje emma hasu rå ade. C-E-A-R-T-I, is gammelen så fuck fui en garde. Du gin laste til misje råkast, en jeg ikke tu misje emma hasu rå ade. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Kneecap avec C-E-A-R-T-A, ça, qui veut dire rights en anglais. Donc Kneecap, groupe nord-irlandais, qui a été créé. C'est pas Nick Cap, hein, c'est Kneecap. Hein. Kneecap. Ouais, c'est pas Nick Cap, c'est pas le nom du personnage. Nick Cap, quoi. Nick Cap. Nick Cap, voilà, c'est ça. Donc, Kneecap qui veut dire pétage de rotule. Exactement, qui était une des traditions de l'armée anglaise sur les révolutionnaires nord-irlandais. Et puis irlandais tout court, pendant un sacré paquet d'années, hein, jusqu'aux années 90. Jusqu'aux années 90. Hein. Peut-être probablement que ça dure encore, parce que nos camarades anglais sont quand même assez taquins. Je crois que les kneecaps, c'était plutôt c'était plutôt entre eux, hein, dans mon souvenir, les kneecaps. Hein. C'était plutôt justement quand tu trahissais l'IRA, ou quand tu la faisais à l'envers, ou quand tu surprenais à traficoter par ailleurs, ou à vendre des armes à d'autres mecs, tu vois, et que c'était pas prévu, voilà. Et il me semble bien que voilà, il y avait, parce que ça c'est un truc qu'on voit dans le film avec Daniel Day-Lewis de Jim Sheridan, Au nom du père, au début où c'est un petit con, il se fait choper par l'IRA et il manque de se prendre une balle dans la rotule. Donc je me demande si c'est pas aussi pour tenir en respect, c'est pas que pour les Anglais, je pense que c'est aussi pour tenir en respect tout le monde. Ouais. Bref. On parlait d'IRA, Kneecap, donc groupe de rap nord-irlandais créé en 2017 et qui sont les héros d'un film, un faux biopic réalisé par Rich Pepiat, qui avant a fait un seul long métrage qui était justement un faux documentaire avec Steve Coogan et Hugh Grant, One Rogue Reporter, et qui suit donc Kneecap déjà, enfin il les connaît depuis plusieurs années, donc... Trois petits jeunes, donc il y a, avec des bons noms d'Irlandais à couper au couteau, Liam O'Hanide, qui est plus connu sous le nom de Mokora, Naishe O'Caroline, sous le nom de Moglai Pop, et Gigi O'Doherty. Ah, ils sont impossibles avec DJ Provide. Pourtant, moi, il y a 15 ans, j'ai fait 3 ans d'Irlandais, 3 ans de gaélique. On voit qu'il y a du reste. Hein. 3 ans de gaélique à la fac. Écoute, je me rappelle encore de... Mais tu as fait du gaélique en mangeant des patates. Bah, c'est avec comme des patates chaudes dans la bouche. C'est comme ça qu'on apprend. Même si, bon, pendant... ça me fait pas, parce que pendant longtemps, je me rappelle qu'il y a eu une famine en Irlande, ils avaient même plus de patates à manger. Il y a une très bonne blague d'ailleurs dans le film là-dessus. Sur les patates, exactement. Sur la crise de la patate. Et donc qui raconte deux amis d'enfance, Mokora et puis Moglai Pop, qui traînent ensemble comme des azous. Le père de l'un d'eux est un membre de l'IRA très actif qui disparaît, enfin que l'on pense mort, qui officiellement est mort, mais qui est quand même encore recherché par la police et qui est interprété par Michael Fassbender, qui est très content d'être là. Qui est très content d'être là, justement parce que lui-même il est irlandais du Nord par sa mère et Bosch donc par son père. Et donc il avait déjà incarné Bobby Sands en 2008-2006 dans le film de Steve McQueen, Hunger. Donc on voit que clairement que la cause lui tient à cœur. Là aussi très bonne blague. Hein. Oui. Comment est-ce qu'on appelle un révolutionnaire irlandais qui fait des cours de yoga sur la plage? Bobby Sands. Voilà. Si vous connaissez pas, alors par contre là c'est pareil. Hein, si vous connaissez pas trop l'Irlande, l'histoire de l'Irlande et tout, il y a des blagues qui vont vous passer au-dessus de la tête, hein, parce que c'est quand même très référencé. Parce que donc le film se passe à Belfast et raconte donc l'histoire de ces deux camarades d'enfance qui un jour tombent sur un prof de musique dans une école de Belfast et donc il se dit mais dis donc ils sont marrants ces petits jeunes, on pourrait essayer de faire de la musique ensemble. Donc ils prennent énormément de drogue. Oui.
énormément de drogue très rigolote. Et donc kétamine. Voilà, notamment de la kétamine. Et donc se mettent, enfin entre autres, c'est un genre de pharmacie. Et non, donc, mais par contre, voilà, c'est la kétamine, ils confondent souvent en fait la kétamine avec d'autres drogues avant les concerts, ce qui fait que ça leur pose quelques petits problèmes pour être. Ne faites pas ça chez vous, voilà, vérifiez un petit peu ce que vous prenez. Ne faites pas ça chez vous. Et donc, il crée le groupe NICAP qu'ils essayent un peu de faire en catimini, justement, histoire de ne pas se faire trop emmerder par l'armée anglaise, enfin par la police anglaise qui règne toujours en Irlande du Nord. Et donc, comme ils disent, ces personnages-là font partie de la Ceasefire Generation, donc la génération du cessez-le-feu fin 80, début 90, donc qui normalement, à part tout petit, ont moins connu les heurts et la guerre civile en fait qui s'est déroulée dans les 100 années précédentes. Ouais, à peu près. Ouais. Donc c'est la première période, on va dire, de paix relative qu'il y a entre les deux Irlandes et entre. Oh, c'est plus qu'une paix relative. Hein. Oui, enfin, une vraie parce paix. qu'il y a eu dans mon souvenir, il y a eu quelques attentats de franges un peu dissidentes de l'IRA. Mais le Sinn Féin apparemment a réussi à un petit peu apaiser tout ça. En tout cas, à prendre le contrôle sur la branche armée et à faire en sorte, parce qu'on est dans une situation, faut le rappeler, qu'on est dans une situation où il y a une branche armée, une branche politique, un petit peu comme ce qui se passe en Palestine en fait. Ce qui est en Palestine, ce qui est au Pays Basque, ce qui avait en Corse à un moment donné. Avec l'OLP et le Fatah qui étaient chacun les deux têtes finalement, avec une tête opérationnelle et puis une tête plus politique. La tête politique étant plus ou moins destinée à terme à remplacer la branche armée, quoi. Et donc dans ce film-là, donc sur la génération du cessez-le-feu, outre, on va dire, le parcours du groupe, il y a aussi un aspect très important dans leur musique, c'est qu'ils chantent un peu en anglais, mais surtout en gaélique, puisqu'il y a toute la question de la défense de la langue, justement, la question de... La reconnaissance surtout de la langue comme une langue égale à l'anglais en Irlande du Nord. C'est ça, exactement. Parce qu'en République d'Irlande, le gaélique est reconnu comme langue nationale, donc, il me semble que c'est reconnu comme langue nationale. Que l'anglais. Voilà, il n'y a pas de problème en République d'Irlande, mais par contre c'est en Irlande du Nord où il y avait toujours cette domination linguistique. De l'anglais sur le gaélique. Ouais. Et donc... la musique, on ne le répétera jamais assez, est aussi un geste politique et un geste militant. Et effectivement, eux, par le prisme de leur musique, surtout en prenant une musique de leur génération, qui est donc du rap avec les moyens modernes, parfois un peu de vocodeur, parfois tout genre de manipulation, mais en faisant un usage de la langue qui est revendicatrice, ils vont évidemment devoir se confronter à la fois donc avec les Anglais, avec certains radicaux de l'IRA qui veulent une autre manière de faire reconnaître la langue, des institutions nord-irlandaises qui trouvent que ça dessert la cause parce qu'ils parlent de drogue, ils parlent de sexe, de trucs de rap, quoi. Et donc évidemment, tout ça va se mêler dans un imbringlio, dans une foule de péripéties extrêmement amusantes, avec un style extrêmement enjoué. Et avec un petit côté, et une joie, avec un petit côté un peu Trainspotting-esque à certains moments, moi j'ai trouvé, en moins grave, quoi, en moins glauque, mais avec un petit côté un peu baroque dans l'image, avec des lumières assez composées, des petits plans aussi, par exemple une scène de conversation téléphonique à distance, mais qui se fait dans le même plan en fait, avec deux cabines téléphoniques collées l'une à l'autre, et en fait c'est deux personnages qui se parlent mais à des centaines de kilomètres de distance. Il y a des petits trucs sympas, il y a des petits trucs mentaux, quoi, voilà, des petites images mentales, quelques passages qui seront dessinés sur des images réelles, ce qu'on pouvait retrouver dans l'étau de Kyle Sabrennikov, par exemple. C'est exactement ça. Alors avec une utilité qui est de traduire en anglais en fait les mots en gaélique. Et donc là d'introduire les sous-titres non pas de rajouter des sous-titres, mais d'introduire les sous-titres dans la mise en scène elle-même, quoi, pas sous la forme de dessin. Un peu comme des sous-titres évolutifs finalement, comme a fait Tony Scott, je sais pas, à une époque, mais voilà, en tout cas d'inclure au mieux le spectateur qui ne serait pas au courant ou ne comprendrait pas toutes les tenants et les aboutissants de la politique nord-irlandaise et va dire du groupe dans un contexte global de production de la fin des années 2010. Alors c'est vrai que moi d'une part déjà, moi j'avoue que c'est un groupe que je connaissais pas. Moi je suis un peu largué en hip-hop. Moi je reste un peu sur
mes vieilles lunes voilà, de la fin des années 90, du début des années 2000. Donc voilà. C'était la mode à l'époque. Donc voilà. Bon, donc mon rap de vieux con, c'est vrai que moi je suis un peu moins au courant en fait, tout simplement, de ce qui se fait. Pas contre, mais pas au courant. Non, voilà. Mais par contre, justement, très belle, moi je trouve très belle découverte. Comment dire, hip-hop plutôt sympatoche. Effectivement, alors baise et drogue, hein, je veux dire, mais voilà, moi je trouve qu'il y a un moment dans le film où ils disent le hip-hop a servi aux Afro-Américains à se libérer et ça sera pareil pour nous. Et moi je crois beaucoup à ça. Enfin, moi c'est vraiment une musique que j'apprécie énormément. Et pour moi, ça a la même vertu que le punk en fait, le hip-hop. C'est-à-dire pas pour rien d'ailleurs que ça naît au même moment, c'est que il y a quelque chose d'universel. C'est une musique, alors comme le punk est anglais et le hip-hop américain, ce sont des musiques qui sont nées dans des pays très spécifiques, mais qui en fait ont été récupérées dans des contextes très spécifiques aussi. Dans des contextes très spécifiques, mais qui sont adaptables à tout. C'est-à-dire que à toutes les langues. Mais parce que c'est une musique de refus. Enfin, le vrai hip-hop et comme le vrai punk, c'est une musique de refus. C'est une musique de branleurs qui disent merde, quoi. Voilà. Et tous les gens qui vous font croire que ce qu'on appelle, qui vous font croire que Jay-Z c'est du hip-hop. Jay-Z c'est de la variété depuis longtemps. Oui, ça l'a été. Quand on fait voilà. Et il y a ce côté justement chez eux, il y a ce côté branleur et que moi j'aime beaucoup, que moi j'ai beaucoup apprécié. Et alors qu'il y a un faux côté branleur évidemment, parce que un autre truc aussi qui apparaît dans ce film-là, tu sens la réflexion qu'ils ont sur leur texte, sur leur musique. Tu sens que c'est plus intelligent, beaucoup plus intelligent que ce qui n'y paraît. Et puis il y a un truc aussi, moi tout con, hein, c'est que moi je trouve qu'ils jouent bien. Oui. Parce que super bien la comédie. Ils jouent leur propre rôle. Hein, chacun des trois acteurs. Et moi, je trouve l'acteur qui joue le DJ, qui a l'air un peu plus vieux que les autres. Et qui donc est marié, mais qui est obligé de mettre une cagoule parce qu'il veut pas, et qui se libère complètement en fait de toute une frustration d'un mec qui essaye d'être sérieux, d'avoir son couple, qui est à la fois engagé aussi dans la reconnaissance de la langue, avec sa copine qui est très engagée politiquement aussi. Enfin voilà. Et là où le film est intéressant aussi, c'est que c'est justement par ces personnages secondaires. Alors des personnages secondaires ridicules comme les trois guignols de l'IRA ou les flics qui sont évidemment caricaturaux, des personnages beaucoup plus touchant, je trouve, quand on arrive sur les côtés, justement sur les histoires de famille. Donc l'épouse du DJ, moi que j'ai trouvé très bien, une excellente actrice, et surtout la mère de l'un des deux rappeurs, avec moi je trouve une scène à la toute fin du film où elle chante dans un bar. Oui. Et moi j'ai trouvé qu'il était super bien éclairé, vraiment un côté très caravagesque, et vraiment une vraie dignité, c'est-à-dire que on a montré son cul, on a dit des fuck à tout bout de champ, et n'empêche qu'il y a ce moment-là à la fin qui nous montre que la musique c'est aussi quelque chose de noble et de sérieux, et que la musique comme moyen de faire survivre une langue, c'est pas un vain mot. Et on parlait de ça justement, moi je sais qu'on parlait de Hong Kong et du fait que le cantonais on l'entend de moins en moins au cinéma, et le cinéma reste, à mon avis, aussi un vecteur, tout autant que la musique est un vecteur pour une langue. Moi c'est la première fois que je voyais un film entièrement gaélique. En fait, ou entièrement gaélique, à 80% gaélique. Et ça passe très bien, évidemment ça passe très bien, et t'as envie j'espère que ça donnera l'occasion d'avoir d'autres films en gaélique, parce qu'il n'y a pas de raison. Comme il y a eu quelques films, mais ils sont assez rares, qui sont tournés en basque par exemple. En breton, il y en a quasiment pas. Mais on n'a jamais eu le film, tu vois. Alors moi je suis pas spécialement un défenseur de la langue bretonne ou quoi que ce soit, moi je suis pas du tout engagé dans ces choses-là. Mais par contre, moi je continue à penser que l'effort artistique d'une manière générale, la musique, le cinéma, la littérature, restent des très bons moyens justement de faire survivre une langue, d'entretenir une langue. En fait. Des années 60-70, dans les pays celtes, on va dire de manière générale, toute la musique folk, Écosse, Irlande et puis Bretagne, justement, de vouloir remettre sur le devant de la scène des langues qui n'étaient quasiment plus parlées et qui n'étaient plus chantées, surtout en reprenant des formes traditionnelles de musique et des textes anciens pour les remettre au goût du jour. En France, donc c'était le renouveau de la musique bretonne, mais comme il y a eu en Occitanie, en Corse, en Franche-Comté, refaire vivre des dialectes régionaux pour essayer de les faire ressurgir et là, justement, qu'ils ne meurent pas. Là justement, c'est aussi une des originalités du film, c'est qu'effectivement quand on pense à l'Irlande, on pense musique irlandaise, mais on pense musique traditionnelle irlandaise. On pense les Dubliners. Voilà. Et moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans leur façon de faire du rap, c'est que ça reste assez, c'est très English, quoi. C'est-à-dire que c'est très électro.
c'est très house, c'est très voilà, c'est avec des bonnes grosses basses et des machins, c'est bien grassouillet quoi, tu vois, comme genre de son. Dansant. Et justement ils font pas du mano quoi. C'est ça qu'il faut bien préciser, c'est-à-dire qu'ils font pas, je vais prendre c'est pas du rap celtique. Non là, je vais prendre une boucle des Dubliners, voilà, et je vais la boucler, puis on va faire du rap avec ça parce que ça fait irlandais. Eux ils font vraiment c'est-à-dire que ce qui est irlandais dans leur musique, c'est le chant, c'est la langue, c'est pas les influences musicales qui sont des influences musicales qui viennent autant de la scène londonienne que de certains trucs de house américaine ou de choses comme ça. De Manchester, justement, ce côté très dansant, pas. Et très prolo. Ouais, très prolo, vraiment d'une base. Très son de free party, tu vois, des choses. Mais avec moi je trouve un très bon rap. Et puis derrière tout ça, un film, moi je trouve j'ai vraiment été surpris parce que c'est un film à petit budget sur un groupe qui est quand même très local, qui est quand même un groupe de niche. Et je trouve que c'est à la fois je trouve que c'est plutôt bien mis en scène et il y a plein de bonnes idées. Il y a pas une baisse de rythme. Non, il y a pas de baisse de rythme, c'est plutôt de bonnes idées, c'est bien porté par les acteurs, et j'ai trouvé qu'en plus il y a quelque chose d'assez intelligent sur le faux biopic en fait. Moi, j'ai trouvé que, c'est-à-dire que je me suis demandé pendant tout le film qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai vraiment dans leur histoire. Tu vois, et effectivement on voit des images à la fin où on découvre que certaines images sont vraies, d'autres non. D'autres sont plus ou moins reprises, inventées, bullshitées. Bon, j'imagine que toute la partie avec Michael Fassbender effectivement est. Mais justement ça c'est intéressant aussi, parce que c'est le fantasme aussi du père résistant et du coup ils deviennent la honte de la famille parce qu'ils font du hip-hop. Enfin, toi, je trouve qu'il y a. Donc, le film est quand même suffisamment intelligemment écrit pour qu'en fait toutes ces thématiques qui sont quand même assez lourdes, assez compliquées à gérer, soient justement extrêmement bien intégrées au récit de ces trois mecs-là. Et avec des moments totalement gratuits mais très très drôles, notamment donc la petite copine de l'un des deux qui est une protestante anglaise, voilà, qui est une protestante anglaise, et donc avec des scènes de cul où ils s'insultent, où ils se traitent de sales papistes et de sales de fignan cons, de fignan cons et de trucs comme ça, et ça c'est très très drôle, ça c'est très très drôle, où ils débattent sur savoir si on doit dire l'Irlande du Nord ou le nord de l'Irlande. Voilà. Mais qui sont des trucs qui sont par ailleurs tout à fait sérieux, des thématiques sérieuses qui sont traitées par le prisme de l'humour et qui finalement racontent beaucoup plus que je pense que genre un pensum qui serait exactement, et tout le monde en prend un peu dans sa gueule. Justement, c'est ça qui est bien aussi. Moi, je veux dire, c'est pas juste des méchants anglais contre des gentils irlandais. Je veux dire, voilà, il y a aussi des cons chez les Irlandais. Ouais, il y a aussi des sales cons, et notamment ce fameux Errad, voilà, les radicaux, les républicains radicaux contre la drogue, qui sont vraiment des putains de pites, qui sont des crapules, et qui se font fesser joyeusement dans le film. Voilà, c'est très très réjouissant, parce qu'il y a aussi ce rap. Voilà, c'est aussi un film qui est pas du tout dans la romantisation de la violence, de l'Iran ni quoi que ce soit. On pourrait peut-être, sauf une scène avec Michael Fassbender, une scène de résolution, voilà, où on pourrait voir quelque chose d'un peu complaisant là-dedans, mais pas tant que ça, moi je trouve. Non, c'est plus maladroit que malveillant. C'est même pas tellement maladroit, puisqu'il y a un aboutissement quand même à cette scène. Contrepoint. Il y a un aboutissement à cette scène qui est une forme de sacrifice aussi de la part du personnage de Fassbender. En tout cas, pas une forme de sacrifice, une forme de disparition volontaire, c'est-à-dire de dire bon bah voilà, c'est à mon tour de laisser la place, voilà, et donc le combat continue, mais sous une autre forme, et sous une forme justement plus pacifique, et on adapté à l'époque. Et on sent que c'est vers ça aussi que va plus pacifique, ce qui veut pas dire moins radical. Oui. Et on trouve qu'on sent bien, et le film est du coup effectivement assez pacifique et assez sympatoche. Il est pacifique et radical. Mais pour autant assez radical aussi dans son propos, dans la manière dont il parle de tout ça. Exactement. Donc c'est Kneecap de Rich Petiat, sorti il y a quelques semaines en France, je crois. On va passer au coup de cœur. Jean-Michel Mioza. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Alors les coups de cœur, docteur. Eh bien moi ce sera un film pas drôle, une fois n'est pas coutume, puisque ce sera Johnny s'en va en guerre de Dalton Trumbo, film de 1971 que j'ai eu l'insigne honneur de présenter la semaine dernière à Quimper devant une salle pas très remplie, clairsemée, mais avec un public visiblement qui a plutôt apprécié le film. Et voilà, et donc film toujours aussi bluffant, qui pour moi est un des grands films pacifistes des années, des 50 dernières années, avec les Sentiers de la Gloire et Croix de Fer, bien évidemment. Donc moi je mettrais, c'est un peu ma trilogie de tête, de films qui donnent pas du tout envie d'aller se battre contre qui que ce soit. Voilà.
Et donc c'est très bien. Et celui-là est vraiment un film, parce que c'est un film vraiment intéressant, moi j'en ai parlé avec pas mal de monde, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'est un film qui les a traumatisés quand il est... Alors que c'est pas du tout le plus violent, non. Mais par contre psychologiquement c'est sans doute un des plus radicaux là aussi. Oui. Et c'est un très bon film, unique film de Dalton Trumbo. Avec Requiem pour un massacre, c'est un bon double exactement, grand scénariste hollywoodien qui a fait un seul film et qui était comme Charlton, voilà, le film qu'il avait à faire dans sa carrière de scénariste. Alors moi, merci docteur. Moi, ce sera 2 films totalement différents qui n'ont rien à voir. Le premier, c'est Le Fantomas de Paul Féjoz, première version parlante du cinéma français, donc du personnage de Sylvestre et Alain, qui est disponible en ce moment sur la plateforme de France Télévisions. Donc c'est avant la version. C'est après les feuillades. Donc film très étonnant, qui n'est pas forcément le meilleur de Féjoz, mais qui est une très belle adaptation et variation donc sur ce mythe merveilleux qu'est Fantomas. Et ensuite, rien à voir, j'ai découvert ce week-end Malignante de James Wan, film mais qui fait pas vraiment peur, qui est extrêmement complètement con, mais alors là aussi qu'est-ce qu'on rigole bien. J'ai entendu parler de ce film. On rigole beaucoup, c'est très bon esprit, on grille le twist au bout d'à peu près 4 minutes 30 je pense, mais c'est pas grave, c'est complètement Golemont, il adore bouger sa caméra, je pense que il s'est dit que si il faisait un plan fixe il ferait un arrêt cardiaque, donc sa caméra bouge en tous les sens, c'est gorasse au possible, c'est complètement débile, c'est parfaitement réjouissant. Voilà. Nous partirons là-dessus. Exactement. Donc merci docteur, merci Margot, la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler fascisme et bagarre. Une fois de plus. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.